Madame, Monsieur, il ne reste que quelques jours avant le 31 décembre pour collecter les dons nécessaires à la diffusion et au développement de TVL en 2025. Soyons clairs, ce message est un premier signal d'alerte. Malgré la mobilisation, notamment celle de nouveaux donateurs, nous accusons un retard important par rapport à l'an passé. Pourtant, en novembre dernier, nous avons battu un nouveau record, 8 400 000 vues, chiffre Google, sur YouTube, un niveau jamais atteint depuis la création de TVL. Avec ce succès, une mobilisation exceptionnelle et donc indispensable, nous avons besoin de vous. Répondez dès maintenant à cet appel aux dons. Faites connaître TVL à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Faire un don, c'est aussi reprendre le contrôle de votre impôt. Soutenir les projets et les idées qui vous tiennent à cœur plutôt que de financer des médias qui vous méprisent. En donnant à TVL, vous donnez un sens nouveau à votre contribution fiscale. Vous êtes les acteurs d'un changement puisque vous transformez votre impôt en un acte révolutionnaire. Faites un don à TVL. Investissez dans la liberté d'informer, dans la liberté à tout prix. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Politique et Économie avec notre invité cette semaine, Philippe Béchade. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir. Philippe Béchade, président fondateur du laboratoire d'idées Les Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la lettre des Affranchis. Depuis mai 2023, vous animez la chronique Les Affranchis sur TV Liberté et vous êtes également l'auteur d'un rapport gratuit qui s'intitule « Faillite de la France, comment faire face à la taxeflation ». Et avant de commencer cet entretien, je ne peux que, comme d'habitude, vous inciter à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas encore fait, ainsi qu'à commenter et partager cet entretien pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Alors, Philippe Béchade, commençons avec vous. Comme l'a indiqué Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution, c'était le 5 décembre. Le nouveau Premier ministre, nous ne connaissons pas l'identité de ce monsieur à l'heure où nous enregistrons cet entretien, présentera au Parlement une loi spéciale avant la mi-décembre pour faire adopter un budget 2025 calqué sur celui de cette année. Philippe Béchade, y a-t-il une urgence à agir pour l'avenir économique et financier de la France ? Oui, il y a forcément une urgence, celle de rassurer nos créanciers. Donc on va faire le nécessaire pour que la France fasse face à tous ses engagements, notamment la dotation de l'Europe, bien sûr, c'est quand même plus de 22 milliards, pas de la petite monnaie. Puis on va peut-être nous demander aussi de participer à un futur grand emprunt européen pour financer la défense. Là, on parle de 500 milliards, donc la quote-part de la France, on va dire que c'est à peu près un cinquième. Oui, on serait à nouveau sur des ordres de grandeur de 40 ou 45 milliards. On a l'air d'en parler comme ça, mais voilà, je trouve ça assez incroyable. Sur 2 ans, la France, ça fera dans les 90 milliards pour financer la défense européenne. Je ne sais pas d'où on les sortira. Et puis bien sûr, il y a le financement des retraites, le financement des soins, prise en charge à l'hôpital, remboursement des médicaments. Et tout cela nécessitera certainement d'élargir un petit peu l'enveloppe, de l'ordre de 6%, d'après ce que j'ai compris, pour l'hôpital. Donc il faudra effectivement faire partie d'une loi spéciale qui autorise l'ACOSS, qui est l'organisme qui se refinance sur les marchés pour financer la Sécu, les retraites. Donc qu'elle présente un budget un petit peu étendu pour lever les fonds correspondants. Donc il faudra effectivement faire ça peut-être d'ici janvier, de façon à ce que l'ACOSS
puisse aller se refinancer à partir du mois de mars, puisqu'on a à peu près 2 mois et demi, 3 mois de réserve. Donc ça, oui, c'est important. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on reprend la loi de finances 2024, ça veut dire qu'en fait, on n'introduit rien de plus pour 2025, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun projet d'investissement, de développement d'une nouvelle technologie, sauf, bien sûr, participer aux frais de la défense européenne. Là, voilà. C'est encore, on va dire, une idée en l'air, mais généralement, et l'expérience nous le prouve, lorsqu'on lance de ce genre d'idée, c'est qu'en fait, ça a déjà été acté derrière les portes capitonnées des commissions, des grosses commissions européennes. Alors, on assiste aujourd'hui à l'échec d'une politique économique qui n'est pas le seul fait d'Emmanuel Macron, qui nous avait quand même promis, on s'en souvient, la Startup Nation. Comment est-ce qu'on peut qualifier, comprendre cette politique économique qui nous a conduit là où on en est aujourd'hui? Alors moi, je la résumerai par 2 mots, clientélisme et corruption. Alors, les deux finalement se confondent un peu, puisqu'en fait, par qui la France est-elle dirigée aujourd'hui? Par des gens que la presse continue de nous présenter comme des élites, et qui sont tout sauf des élites, puisqu'il y a très très peu de gens au gouvernement ou dans les hautes sphères qui mériteraient ce titre par les thèses qu'ils ont pu écrire, par leurs accomplissements personnels. C'est-à-dire qu'on vous invite au gouvernement comme Elon Musk parce que vous avez réussi quelque chose. Là, au contraire, c'est quand vous n'êtes pas vraiment capable de réussir quelque chose par vous-même que vous gravissez les échelons dans les hautes sphères de l'administration. Ça ne vous expose à aucun risque. Vous êtes totalement irresponsable des catastrophes que vous avez pu causer auparavant. Et d'ailleurs, en fait, plus vous causez de catastrophes, plus on s'aperçoit que vous montez en grade à partir du moment où vous avez l'étiquette ENA. Donc, c'est ces gens-là qui gouvernent le pays. Et corruption plus clientélisme qui ont mené à la désindustrialisation du pays. Voilà. Alors quand je parle de clientélisme, c'est qu'effectivement, l'État est gouverné pour ses obligés. Des hauts fonctionnaires dans les administrations. Et on s'aperçoit que la France s'est gravement désindustrialisée depuis l'an 2000, gravement. On avait pratiquement, c'est diminué par 2. L'industrie devait représenter 18% du PIB, on est tombé à 9, on est à peu près au même niveau que la Grèce. Ça n'a été remplacé par rien. 18%, c'était quand ? En 2000, à partir du passage à l'euro, si vous voulez. Ce qui signifie que ces emplois industriels qui ont été exportés vers la Chine, les ex-pays de l'Est, le Maroc pour l'automobile, la Roumanie, et désormais on a aussi la Turquie, les emplois industriels perdus n'ont pas été remplacés par, justement, par des entreprises type Amazon, Nvidia, Broadcom, des entreprises innovantes, disruptives. Les emplois perdus dans la destruction créatrice. Voilà. On a détruit des emplois productifs et qui rapportaient de l'argent à l'export par des emplois d'administratifs, de gens qui contrôlent ce que font les entreprises qui restent et qui contrôlent au nom, bien sûr, de tout l'espèce d'énormes appareils, corpus normatifs européens. Plus on édicte de règles, plus on édicte de normes, plus il faut de contrôleurs. Et donc, on a fermé des usines. Les quelques qui restent ouvertes, elles sont aujourd'hui soumises à je ne sais combien de demandes de normes environnementales. Alors, si vous ne les observez pas, évidemment, vous prenez des amendes, vous devez payer des crédits carbone. Les critères ESG. Les critères ESG, qui s'appliquent également aux services. Et en fait, tout le monde est de plus en plus contrôlé, tenu de développer, par exemple, un suivi de l'inclusivité dans le personnel. Enfin, tout est complètement kafkaïen. Et là, on a généré un nombre de nouveaux fonctionnaires absolument astronomique en l'espace de 20 ans. Bon, on va dire que l'image caricaturale, c'est la mairie de Paris, qui comptait, je crois, 35 ou 36 000 fonctionnaires
en 2015 et qui aujourd'hui en compte 50 000. J'avais entendu 55. Mais mettons 55. On n'en est plus à ça. Avec les absences, on n'arrive pas à compter, parce que quand vous avez 40 jours d'absence en moyenne, il faut dire que je comprends que des gens qui travaillent 32 heures par semaine soient rapidement épuisés et effectivement ont besoin de congés maladie pour s'en remettre. Le succès, est-ce que ça passe seulement par ce que le président argentin Milei propose dans son pays ? L'Argentine est devenue effectivement une caricature, justement les mots que j'employais, clientélisme et corruption, c'est-à-dire des administrations se nourrissant d'elles-mêmes mais sur la bête, c'est-à-dire c'est le contribuable. Madame Bachelet, ancien présidente de l'Argentine, elle a acheté la paix sociale, parce que il y a quand même un but politique, on ne fait pas que par idéologie. L'idéologie, oui, le dogme, sont présents. Il y a un logiciel derrière tout ça. Mais il y a un moment aussi où on cherche à acheter la paix sociale. Donc on finance des associations, on finance des ONG, on finance des comités Théodule avec des membres rémunérés entre 5 et 10 000 euros pour siéger 4 fois par an et produire des rapports qui, le plus souvent, sont inaccessibles au grand public. Ça coûte des dizaines de millions et ça ne sort même pas un rapport dont on pourrait s'inspirer. Pourquoi est-ce que la France se désindustrialise? Comment y remédier? On aurait pu plancher sur un sujet comme celui-là. Il n'y a rien de disponible. Donc on a ces comités Théodule qui coûtent des fortunes et comme ils ne produisent rien, on est obligé aussi de faire appel aux cabinets conseils. Donc Accenture, Ernst & Young et tous ceux qu'on connaît. Et là aussi, ça coûte des milliards par an. Donc, si vous voulez, on a des gens dont on dit qu'ils sont suffisamment compétents pour recevoir entre 5 et 10 000 euros par mois pour pondre des rapports fantômes, mais ils ne sont pas assez compétents finalement pour faire le travail des cabinets conseils. Donc en fait, tout est un gigantesque gaspillage. Et on sait que pour les cabinets conseils, il s'agit d'un retour d'ascenseur pour l'aide apportée à l'ascension du président sorti de nulle part, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quand on est sorti de nulle part, on peut annuler vos élections. On l'a vu en Roumanie. Et donc voilà, les cabinets conseils, M. Macron leur doit beaucoup et continue de leur offrir beaucoup. Cette loi spéciale donc qui sera présentée au Parlement pour adopter un budget 2025, le président Macron, lors de son allocution, disait ceci: « Je compte bien qu'une majorité puisse se dégager pour l'adopter au Parlement. » Mais si le budget n'était pas adopté, quelles seraient alors les manœuvres pour Emmanuel Macron ? Si le budget 2025 n'est pas adopté, on revient effectivement au cas de figure numéro 1, 2024, qui s'impose. C'est-à-dire que c'est une continuité, c'était comme dans les tontons flingueurs, vous savez, on va pas s'embêter, on va prendre les chiffres de l'année dernière, on les remet et on rajoute 10%. Voilà. Donc là, on reprend les chiffres de 2024 et après ça, on ajustera. Alors là, cette fois-ci, peut-être à coup soit d'ordonnance, s'il y a encore un Parlement qui siège, soit à coup de décret, si le président s'empare des pleins pouvoirs via l'article 16. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui signera pour qu'on ajuste le budget. Alors je sais qu'une des grandes préoccupations des Français, c'est de se retrouver imposés alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc ça concernerait entre 380 000 et 400 000 personnes, tandis que 14 millions de contribuables verraient effectivement leur impôt augmenter. Alors il faut savoir de quoi on parle. Pour des gens qui n'étaient pas imposables, on va être entre 30 et 80 euros d'impôt par an. Bon, c'est pas agréable, mais ça, c'est pas des sommes colossales. En revanche, la non-indexation des retraites et des pensions diverses, là, ça coûte beaucoup plus cher que le surcroît d'impôts. Si vous voulez, pour celui qui aujourd'hui est retraité, il paye des impôts, sauf s'il est sous les plafonds. Mais s'il est au-dessus, au-delà de 1 600, 1 800 euros de retraite par mois, 1, il va payer plus d'impôts, et 2, il va recevoir moins d'argent. En tout cas, par rapport à l'inflation, il va se retrouver perdant. Donc là, vous avez des gens, c'est pas seulement le risque d'imposition supplémentaire, ou une imposition qui surviendrait alors qu'on se pensait non imposable. Ça, c'est la double peine. Vous paierez plus d'impôts et vous recevrez moins de pensions relativement au coût de la vie.
Voilà. C'est ça qui est peut-être le plus problématique et le plus délétère sur le plan social, à mon avis. Ce budget, donc, qui devra être adopté avant le 31 décembre, est-ce qu'il répond aux besoins du pays pour l'année à venir? Alors là, je pourrais vous faire une réponse en forme de... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pas seulement ça. Je pourrais vous faire une réponse dans le cadre et totalement hors cadre. Pour combler les déficits, évidemment que ça ne fait pas le job, puisqu'on ne comble pas les déficits en reproduisant le budget 2024, qui était en fait une sorte de décalcomanie de 2023. Donc ça ne fait pas le job. C'est pas 2024 qui était déjà en déficit de complètement, 6,1%. Complètement hors des clous, puisque les hypothèses de croissance étaient surréalistes. Bruno Le Maire le sait. Et les hypothèses de rentrée fiscale étaient également fantaisistes. Bon, pour dire les choses assez brutalement, c'était une imposture, ce projet de budget 2024. Une imposture à tous les niveaux. Voilà. Bon, on en paiera aujourd'hui depuis. Donc, 2024, non, ça ne fait pas le job. Ensuite, je pourrais vous dire, oui, mais bon, au moins, ce qui importe aux yeux des Français, paiement des retraites, paiement des pensions, APL, etc., plus, bien sûr, la prise en charge à l'hôpital, c'est quand même ça qui compte. Voilà, le reste, c'est un peu secondaire. Du détail ou de la cosmétique budgétaire. Sauf que on continue d'entretenir un mammouth. C'est une France qui est suradministrée, où les fonctionnaires qui sont financés par les contribuables, qui eux produisent, le ratio n'a jamais été aussi défavorable globalement. Une économie où on a 30 et quelques % de fonctionnaires, ça ne marche pas. Il faut qu'ils soient payés par les autres. Et si on est dans un contexte de dégradation économique, les autres, ils gagnent moins d'argent, ils touchent moins de primes à la fin de l'année. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Et il y a le coût de la technostructure qui devient insupportable. Donc, c'est ça qu'il faut réformer. C'est pas seulement d'aller trouver de l'argent pour boucher les trous. Il faut boucher les trous dans la coque du Titanic. Mais le Titanic, il a coulé. Hein. J'imagine qu'on s'est démené aussi. Hein. On a fermé les caissons, on a fait tout ce qu'on a pu, mais le Titanic a coulé. Et j'en ai peur, on est un petit peu en train de couler. Mais nos créanciers nous font confiance, parce que quand vous voyez que les députés ont déposé 3000 amendements, chaque amendement était tiens, on va brancher un nouveau tuyau, une nouvelle seringue pour aspirer le sang de l'économie française, aspirer l'épargne des Français. 3000 amendements, c'est-à-dire autant de sujets d'impôts complètement débiles, surfiscalisés, la revente de véhicules thermiques qui n'auraient pas été frappés par des malus écologiques, mettre une taxe de 20% de TVA sur une barboteuse qu'on a revendue sur Internet 6,50 € et on mettra une TVA de 20% pour le capitaliste qui a revendu les vêtements du petit dernier. Et je pourrais vous faire la liste, c'est une liste à la Prévert. Donc quand vous êtes créancier, vous vous dites, s'ils ont 2 ou 3 000 projets de taxes, c'est sûr que la France ne manquera pas d'argent pour rembourser ses créanciers. On entend des bruits ici et là indiquant pour l'année prochaine un déficit autour de 7%. Comment les agences de notation vont-elles réagir à cela ? Est-ce qu'elles vont réagir plus mal qu'aux États-Unis qui ont 8% de déficit ? Parce que les États-Unis, c'est pas 7, c'est 8. Oui, mais eux, ils produisent. Oui. C'est vrai qu'ils produisent, et puis ils produisent aussi une certaine... ils intimident un petit peu quand même. Voilà, ils expliquent aux gens, si vous n'absorbez pas la dette américaine, il va vous arriver des problèmes. Voilà, c'est dit très 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 clairement. Ça a été rappelé par Donald Trump. Si vous ne voulez plus du dollar, si vous ne voulez plus utiliser le dollar pour des transactions internationales, c'est-à-dire si vous ne voulez plus détenir des petits bouts de dette américaine, on va vous coller 100% de taxes. Voilà, donc là, il y a une menace.
il est évident que l'Europe n'est pas capable de faire ça, dire aux créanciers, vous la souscrivez notre dette, hein. Sinon, on va vous en coûter. Donc ça, évidemment, on ne sait pas faire. Mais ce qu'on sait quand même très bien faire en France, pour l'instant, c'est effectivement continuer de se dire il y a encore de l'épargne sur laquelle on peut tirer, il y a encore des riches qui peuvent payer. Et c'est évident, quand on voit que la fortune des milliardaires a plus que doublé en 7 ans, on se dit que voilà, et au bout du bout, on pourra éventuellement encore aller chercher de l'argent. Mais c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'il faut changer le logiciel, il faut arrêter de dire on va résoudre le problème en prélevant plus d'argent pour alimenter plus de technostructures. Non, il faut réformer la technostructure pour qu'elle coûte moins d'argent et qu'on réoriente les flux vers du productif. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est du Milei ou est-ce que c'est pas du Milei ? C'est vrai que la France n'est quand même pas l'Argentine. On n'a pas autant d'administrations qui sont nourries avec l'argent public pour ne rien faire et ne produire aucun service. Mais est-ce que l'état catastrophique de la France ne va pas inciter la haute fonction publique à aller dans le sens de moins de dépenses publiques ? Mais le moins de dépenses publiques, ça veut dire d'une chose, enfin, c'est assez simple, c'est moins de salaires distribués à des gens qui sont payés pour contrôler. Il faut que des gens soient payés pour produire, et pas produire des trucs d'arrière-garde, évidemment, qu'il faut subventionner. Parce que là aussi, en France, on a ce problème, c'est qu'on continue de subventionner des choses qui sont improductives ou dépassées. Donc, il y a un vrai problème, et souvent on entend cette question, mais où va tout notre pognon, nous, contribuables ? Où va le pognon ? Oui, on a parlé très récemment du traitement que reçoivent tous les anciens premiers ministres, dont Bernard Cazeneuve, qui est le champion, toute catégorie, voilà. Alors qu'il a gouverné que 5 mois. Ça choque. Mais c'est vrai que c'est l'écume des choses. C'est-à-dire que budgétairement, ça coûte rien. À côté... Oui, mais enfin, comme il y en a pléthore de ces dépenses-là, en fait, si on réunit toutes les rivières à la fin, les petits ruisseaux font des grandes rivières, évidemment. Mais par rapport, si vous voulez, à des technostructures, je vais prendre par exemple le monde hospitalier ou l'éducation nationale, vous avez 30 à 50% d'administratifs en plus en France que dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Je pense qu'on est même à 50% de plus qu'en Suisse, qui est le système qui marche le mieux. Il y a moins d'administratifs, il y a plus de soignants et ça marche bien. Et en France, plus il y a d'administratifs et moins il y a de soignants, moins ça marche. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Ouais. Mince, si on demandait une enquête à McKinsey, des fois qu'on trouve pourquoi, quand il y a moins de soignants et plus d'administratifs, les choses fonctionnent moins bien. Non, mais c'est ça qu'il faut changer. C'est un vrai logiciel qu'il faut changer. Le budget, on peut toujours aller chercher plus d'argent, ça ne changera rien. Si ce budget est adopté, quelles vont être les conséquences pour les ménages ? Est-ce que, soyons clairs, est-ce que les ménages vont payer moins d'impôts l'année prochaine ? Alors, ils vont en payer plus parce que si mécaniquement on ne fait pas ce petit amendement qui rehausse l'assiette en fonction de l'inflation, qui va rendre certaines personnes imposables et celles qui l'étaient déjà vont voir leur impôt progresser à due proportion de l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement l'inflation vous mange votre pouvoir d'achat, mais en plus de ça, vous payez plus d'impôts sur le peu d'argent que vous recevez pour compenser l'inflation. Parce que... Donc les Français vont payer plus d'impôts, donc ils auront moins d'argent pour consommer dans une économie où le PIB est calculé sur la consommation. Voilà. Mais la vraie douille, et celle qui est dans notre rapport, c'est que si on n'a pas de budget, qu'est-ce qui se passe automatiquement ? On va continuer de verser les retraites, les APL, la CAF, etc. Ça va continuer d'être payé. C'est trop explosif socialement pour que ça ne soit pas payé. Et une fois qu'on a payé le nécessaire, aussi les armées, la police, etc., après ça, comment l'État finance l'entretien des routes, des réseaux électriques, etc., etc. Ah ben là... Depuis qu'on a décentralisé la France, au tournant de l'année 2000, c'est aux collectivités locales de se débrouiller pour collecter l'argent. Collectivité locale, c'est d'abord la région,
le département, c'est le canton, et à la fin du fin, c'est la commune. Donc là, le département, si vous voulez, va financer, je ne sais pas, la construction d'un canal, d'une autoroute. Au niveau du département, va peut-être financer la rocade pour contourner une ville. Et puis, au niveau de la commune, c'est les aides personnalisées aux personnes du troisième âge, etc., etc. Mais là, c'est très très simple. Quand on aura versé l'argent nécessaire pour tout ce qui est régalien, plus les retraites, après ça, on redistribue aux départements, aux communes, ce qui reste. Et s'il reste moins, c'est écrit, c'est aux départements, aux régions, aux communes, de trouver l'argent localement. Sans avoir la taxe foncière qu'on leur a enlevée. On leur a enlevé, non, la taxe foncière, elle est toujours, c'est la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, excusez-moi. Et donc, alors bien sûr, les propriétaires peuvent commencer à trembler. Ouais. C'est ce qu'on dit très très bien d'ailleurs dans ce rapport. C'est que là, si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire ou vous êtes propriétaire tout simplement de votre résidence principale, ça va être des hausses d'impôts phénoménales. Mais qui pour le gouvernement sont très confortables, puisque lui pourra continuer de dire... C'est pas moi qui vous impose. Nous, on n'a pas augmenté les impôts. Au contraire, on a tout fait pour essayer de les baisser. Et la vraie douille, elle est là. C'est-à-dire que les gens vont se trouver tabassés fiscalement, ratissés, au niveau local. Alors, les communes feront des économies. Par exemple, les tournées d'enlèvement des ordures, il n'y en aura plus qu'une par semaine. Et si vous en voulez deux, il faudra payer en plus. Et tout sera comme ça. Les aides personnalisées, si d'un seul coup la commune n'a plus les moyens, ou la région, la sous-préfecture n'a plus l'enveloppe pour permettre les aides à domicile, faudra que les gens payent eux-mêmes une aide à domicile. Avec quel argent, je vous le demande. Mais c'est pas le problème de l'État, ça. Alors, grâce à ce pseudo-budget qui, semble-t-il, devra être voté, on l'imagine, les parlementaires ne vont pas bloquer, vouloir paralyser le pays. Le président nous a dit que les entreprises pourront travailler. Mais dans quelles conditions vont-elles le faire? Vont-elles pouvoir le faire? Alors, les entreprises vont continuer de travailler parce qu'elles ont des carnets de commandes, mais elles n'ont aucune visibilité sur les 6 prochains mois, ou on va même dire les 7 prochains mois, parce que ce qui nous pend au nez, bien sûr, c'est une nouvelle dissolution au mois de juillet 2025. Je ne sais pas si on va organiser une dissolution en juillet quand les Français se barrent en vacances, on attendra peut-être d'ailleurs septembre. Oui, parce qu'on trouvera un moyen de censurer le budget 2026. Non, on ne peut pas non plus exclure une échéance en juillet 2025. Ouais. Donc d'accord, donc pas de visibilité pour les entreprises, donc blocage des investissements. Voilà. Quelque chose de très important, la baisse des prix de l'électricité, qui est vital pour beaucoup, surtout les PME, parce que les grandes entreprises vont réussir à négocier avec EDF, etc. Puis en plus ça, elles sont pas que des... Non, mais le petit boulanger du coin. Voilà, le boulanger du coin, le charcutier qui a une chambre froide, etc. Le petit atelier de soudure ou le menuisier, etc. Toutes ces machines fonctionnent à l'électricité. Mais là, ça aurait pu leur procurer un ballon d'oxygène qui ne va probablement pas venir. De toute façon, je vais vous dire, si jamais la loi baissant le coût de l'électricité était adoptée, de toute façon, derrière, il y aura une autre loi qui augmente, par contre, le coût du forfait pour se faire livrer l'électricité. Donc ça serait annulé. De toute façon, l'État, sa spécialité depuis 2000, et bien avant Macron... c'est d'inventer des impôts. C'est d'abord d'inventer des impôts et de vous dire, regardez, on a remis de l'argent dans cette poche-là, et puis pendant ce temps-là, on vous le reprend dans l'autre poche. Et c'est, regardez cette main qui vous distribue de l'argent, et derrière, il y a une grosse mimine qui, elle, vient vous prendre les bifetons par liasse. Donc ça, c'est toujours de la prestidigitation fiscale ou de la prestidigitation politique. On va vous baisser ou on va carrément vous supprimer la taxe d'habitation, et puis par derrière, on nous a récupéré des dizaines de milliards en augmentant le prix de l'électricité de 45%. Et comment les entreprises françaises à l'étranger vont-elles se comporter? Est-ce qu'on va les inciter à partir? Il y a des entreprises françaises à l'étranger. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de ce budget qu'on va nous voter?
Alors les entreprises risquaient de partir à l'étranger, puis elles n'ont pas fait mystère que voilà, le gouvernement avait intérêt à ne pas faire de bêtises. C'est que si les entreprises sont surtaxées, qu'on surtaxe leurs profits 2023-2024 parce qu'elles ont gagné trop d'argent, beaucoup d'entreprises vont se délister du CAC, Tour Euronext, la Défense, et vont aller se faire coter à New York, à Amsterdam, pourquoi pas à Londres. C'est ça le danger. Bon, évidemment, ça ne concerne pas les PME, PMI. Mais pour les très très grandes entreprises, si jamais la matraque fiscale devait s'abattre à tour de bras sur des entreprises qui sont trop riches, clairement, il y en a qui vont faire le choix de quitter la France. Donc on n'aura plus un CAC 40, mais un CAC 25, un CAC 10, c'est ça ce que ça veut dire? On trouvera toujours des valeurs pour compléter. On montrera les petits, ouais. Voilà. Ouais. Mais on aura... non, mais les entreprises, même cotées à l'étranger, seront toujours cotées, mais elles seront plus françaises. Du coup, fiscalement, elles ne seront plus françaises. C'est ça que je veux dire. Ouais, domiciliation étrangère. Qui est listé à Amsterdam? Vous avez Stellantis, vous avez ST Micro qui est listé à Milan. Je pourrais vous faire la liste des valeurs du CAC 40 qui sont déjà plus 100% françaises. Mais là, elles risquent fiscalement de partir massivement. Alors, ça, à l'envers, le président français aime rappeler que la France est le pays d'Europe le plus attractif. Mais comment les étrangers vont-ils investir en France l'an prochain? Alors, il ne faut pas oublier que la France est attractive dans la mesure où elle met des incentives pour l'entreprise qui vient s'implanter. Qu'est-ce que ça veut dire, des incentives? Bon, par exemple, Amazon veut implanter un entrepôt. On va déjà lui fournir un terrain pas cher, on va les aider. On va construire une route qui permet d'y accéder, on va lui faire cadeau des impôts locaux pendant X années, etc. Il y aura peut-être même des subventions pour les salariés qu'elle va embaucher. Voilà, il y a tout un arsenal d'incentives. Mais au bout de 3 ans, il n'y en a plus. Et on a vu beaucoup d'entreprises venir s'installer en France, profiter pendant 3 ans des aides, et puis se barrer. C'est malheureusement, et pas que des entreprises américaines, hein. Il y a des entreprises japonaises qui l'ont fait, des entreprises de tout pays. C'est la chasse aux avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'on crée temporairement une sorte de petit paradis fiscal pour que l'entreprise s'installe, et puis après ça, vous vous retrouvez taxé au régime général. Les conséquences de tout cela sur l'emploi en France, sur le chômage, comment cela va évoluer l'an prochain? Alors là, si on n'a pas de croissance ou très peu de croissance l'an prochain, il va y avoir une hémorragie d'emploi. On prévoit 0,5% de croissance pour l'an prochain. Pourquoi pas? Je pourrais le contester, mais on peut garder l'hypothèse. Parce que même à 0,5, on perd des emplois. Et on perd des emplois parce que si on a 0,5 de croissance et qu'on a 2,5 d'inflation, et qu'on a 60 ou 70 milliards de services de la dette, donc d'intérêt de la dette, faites le calcul, 70 milliards sur une économie qui représente grosso modo 2800 milliards de PIB, vous êtes quelque chose de l'ordre de 4%. Donc vous voyez que la croissance, elle est inférieure même aux intérêts qu'on doit sur notre dette. Donc notre dette ne nous sert pas à nous développer. Il faudrait qu'on ait au moins 4% de croissance pour avoir un début de débarrage, de baisse du chômage. On va dire que oui, comptablement, c'est ça. Ouais. Il faut que l'investissement qu'on a réalisé rapporte plus que les intérêts qu'on paye. D'ailleurs, en Allemagne, c'est la règle. C'est-à-dire que vous avez le droit d'investir, de mettre de l'argent sur la table uniquement si, à la sortie, c'est destiné à créer de la richesse et de l'emploi. Ouais. En France, les déficits servent à financer une technostructure, je le répète, de plus en plus pléthorique et de plus en plus inefficace. Et je dis la caricature de la mairie de Paris où les gens travaillent 32 heures, et ceux qui travaillent 32 heures, ce sont ceux qui prennent le plus de congés maladie, parce qu'ils sont épuisés, les pauvres biquets. Nos agriculteurs, Philippe Béchade, qui sont quand même à la base de l'économie française, on va leur imposer ce traité du Mercosur. Les députés ont voté contre, mais peu importe, ce sera Ursula von der Leyen et les États membres qui majoritairement vont être pour le valider. Comment vont-ils s'en sortir au vu de ce budget 2025, les agriculteurs? Alors je dirais que l'accord Mercosur, qui est en négociation, je crois, depuis 25 ans, ouais.
Voilà. C'est un petit peu comme pour les Gilets jaunes. Ce n'est que le dernier né de tout un tas d'autres accords avec des pays, le Chili, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande. Et je dirais heureusement qu'ils existent. D'un point de vue capitalistique, je pense qu'il vaut mieux commercer avec le moins de droits de douane possible que l'inverse. Alors bon, je sais que ça va faire bondir des économistes qui au contraire disent qu'il faut être protectionniste, etc. Mais je dirais heureusement, globalement, que les accords existent. Malheureusement, dans ces accords, vous retrouvez toujours la même composante de corruption, clientélisme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne devraient pas passer. Et ça ne devrait pas passer parce que ça paraît tellement évident que ça ne devrait pas passer. Et ça passe quand même. Vous êtes pour, mais vous êtes contre. Mais je suis pour, comme je suis pour l'Europe. Je ne suis pas pour cette Europe-là, où je suis pour la vaccination, mais pas pour certains vaccins. Vous êtes pour le libre-échange, mais il s'accompagne systématiquement des mêmes problèmes. Je veux que les choses soient efficace, que ça soit pour des projets économiques. La santé, je vous dis, c'est ce que Robert Kennedy est en train de remettre en cause et qui fait tellement peur aux laboratoires américains, c'est qu'il veut remettre en cause des vaccins dont l'efficacité n'est pas prouvée ou qui ont même peut-être des conséquences néfastes, qui dépassent le bénéfice qu'on tire des vaccins. Et on voit qu'en France, il y a tout un tas de médicaments qui vont passer à la trappe à cause d'effets secondaires, actifs. On les découvre seulement maintenant. C'est bizarre. Ouais. Voilà. Pour en revenir aux agriculteurs, donc là, on a peut-être ce qu'on appelle l'effet gilet jaune, c'est-à-dire que c'est la petite décharge électrique de trop, quoi. C'est celle qui rend furieux, etc. Alors qu'il y a des choses énormes et bien pires que le Mercosur. Alors, par exemple, le blé ukrainien, qui depuis 2 ans inonde l'Europe. Et on voit que même les Polonais, ils ont réagi, hein. Oui, c'est pas les premiers producteurs de blé en Europe, mais ils se sont aperçus que leurs céréaliers allaient être coulés. Mais là, vous êtes pour le protectionnisme dans ce cas-là, alors. Mais voilà, c'est le cadre. Je disais, il y a des choses qui effectivement ne peuvent pas passer. Ouais. On peut pas laisser rentrer du blé ukrainien produit à moitié prix. C'est pour flinguer les agriculteurs locaux. Bien sûr, et qui ont déjà été subventionnés, et on leur impose tout un cahier des charges. C'est-à-dire que le céréalier polonais, il n'a pas le droit à tel type de pesticides, il n'a pas le droit de mettre plus de tel taux d'engrais dans son sol. Donc le libre-échange, mais avec des ensembles qui nous ressemblent. Il doit drainer son terrain, il doit payer l'eau si jamais il arrose. Enfin, l'Ukrainien, il n'a aucun cadre. Lui, il peut mettre autant de pesticides et autant d'engrais qu'il veut, parce que l'Ukraine est un grand producteur d'engrais, même peut-être c'était le premier avant la guerre. Donc, azoté, voilà. Voilà, ils ont aucune barrière. Et pareil pour la filière avicole ukrainienne. Il y a quasiment pas de cahier des charges. Ils peuvent faire du poulet industriel, alors que l'éleveur français, chaque année, il a un truc supplémentaire qu'il doit mettre en application, que ce soit les contrôles vétérinaires, l'espace par volaille, l'entretien de ces... pour que les poules puissent couver et pondre, voilà, le poulailler. Ouais. Donc tout ça, les œufs sont calibrés, la taille du poulailler, elle est définie par des nombres. Enfin bref, il n'y a rien de tout ça en Ukraine. Donc le poulet ukrainien qui arrive surgelé, il arrive au tiers du prix. Où on peut le produire en Europe. Et encore, l'éleveur qui est le plus efficace, vu que tout ce qu'il a dans son cahier des charges à respecter, il ne peut pas sortir son poulet en dessous de 3 € le kilo. Et ensuite, on va le retrouver à 12 ou 14 € dans les rayons des supermarchés. Là aussi, il faut se poser la question aussi, où va l'argent, hein. Enfin, c'est pas dans la poche du producteur, hein. Emmanuel Macron nous a également annoncé lors de son allocution que tous les engagements de la France seraient tenus, mais qu'arriverait-il en cas de catastrophe? Et alors là, il nous a encore une fois sidérés. Il a déclaré vouloir une France plus forte pour être peut-être prête à de nouveaux conflits. Oui. Et 48 heures plus tard, vous avez effectivement ce projet de grand emprunt européen pour financer la défense. Bon, parce qu'on anticipe que Donald Trump, il va couper le robinet.
Donc on va prendre le relais des aides que les Américains envoyaient à l'Ukraine, c'est ça? On va prendre le relais d'une partie du financement assuré par les États-Unis. Mais il faut se souvenir que Trump et même M. Macron, en 2017, disaient que l'OTAN n'avait plus de raison d'être. L'OTAN venait d'absorber jusqu'aux pays baltes, donc frontière de la Biélorussie. Bon, la Finlande restait neutre et elle aurait mieux fait de le rester, effectivement. Donc on peut dire que le job de l'OTAN, il était fait quelque part. Et puis, il y a eu un bonus qui est l'Ukraine, dont on savait que c'était une ligne rouge absolue. Et ça avait été présenté comme tel. Il était hors de question que l'Ukraine ne demande jamais son adhésion à l'OTAN. Mais on le sait depuis 1991. C'est pas une découverte. C'est pas d'un seul coup une lubie de l'autre du Kremlin qui s'appelle Poutine ou un autre. Ça aurait été absolument pareil. C'est pas Poutine. C'est la doctrine russe. C'est l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN. Tout comme si la Russie avait créé une espèce de grande communauté pan-russe, alors que ça s'étende éventuellement, je ne sais pas moi, au Kyrgyzstan, etc., ça n'aurait pas gêné grand monde. Mais imaginez que d'un seul coup, les Russes aient voulu s'installer à Terre-Neuve. Vous croyez que les Américains ou les Canadiens laisseraient faire? Bien sûr que non. Donc là, il y a une ligne rouge qui a été franchie et on ne veut pas en démordre. Et c'est ce conflit qui fait que l'OTAN, aujourd'hui, a encore quelque part une vocation, c'est celle de soutenir un conflit. Mais s'il n'y avait pas eu ce conflit de l'Ukraine, à quoi servait l'OTAN? Et monsieur Macron disait lui-même, c'est un brain dead, c'est... Oui, l'OTAN, est-ce que c'est une organisation défensive ou offensive, quoi, en fait? Enfin, on voit que ça a changé de statut, quoi. Alors, je ne sais pas si elle est offensive ou défensive. Bon, quand on voit l'Ukraine et qu'on voit les appels à devenir offensifs, parce qu'ils sont très nombreux, ces appels, donc on n'est plus dans le pur défensif, là. On voit bien que quelque chose est sur le point de basculer, pourvu que ça ne soit pas le cas, et que l'OTAN reste effectivement ce qu'il prétend être, c'est-à-dire une structure défensive, mais une structure défensive, mais quand même quelque part expansive. A tendance quand même à grignoter des pays... Un peu impérialiste, quoi. Voilà, a tendance à grignoter des pays là où elle s'était engagée à ne pas le faire. Ouais. C'était le cas de l'Ukraine au début des années 90. Les pays baltes aussi. Voilà. Alors... Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure dans le cadre de l'hôpital et de la sécurité sociale, Philippe Béchade, mais dans le cadre de l'armée, de la justice, de la police, comment nos services publics vont-ils s'en sortir l'année prochaine? Là, c'est le budget 2024. Plus éventuellement un décret, une ordonnance qui augmentera la dotation à hauteur de l'inflation. Ou alors, il y a cette révolution que j'appelle un peu de mes voeux, c'est de dire, voilà, on réduit les coûts de la technostructure. Dans une technostructure, il faut garder ce qui est utile. Par exemple, il faut des gens qui répondent rapidement si vous avez besoin d'un passeport, parce que vous avez une affaire à conclure quelque part, et qu'il vous faut renouveler votre passeport. Il faut que vous l'ayez sous les, mettons, 3 ou 6 jours. Et pour les gens qui demandent un visa touristique, il faut que les choses soient faites dans la semaine, et pas au bout de 3 ou 6 mois. Donc voilà, là, il y a des choses utiles. Tout ce qui est service hospitalier, ceux qui sont au contact du malade, il faut qu'il y ait plus de gens, manifestement, et moins qui supervisent combien administratif. Voilà, combien on a utilisé de paires de gants, ou qui gèrent les plannings, etc. Mais avant, les plannings, ils étaient gérés au niveau du service, que ce soit orthopédie, stomatologie, cardio, etc. Enfin, tout est bureaucratisé aujourd'hui. Tout est Voilà. Mais je vous dis, tous ces emplois bureaucrates de bureaucrates ont permis d'absorber la disparition d'emplois productifs. Et là, ce qu'on va voir en 2025, c'est énormément de pertes d'emplois dans les secteurs de la construction. Il n'y a pratiquement plus aucun permis construire délivré. Donc, aussi bien le gros œuvre que les carreleurs, les maçons, les électriciens, il y a des tas de PME, PMI qui vont licencier 10, 20, 30% de leur personnel. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de construction, plus de chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va embaucher des gens pour vérifier que les plans de licenciement ont été faits dans les règles, comme ça on aura embauché des fonctionnaires. Non mais Moi, je peux effectivement résoudre le problème du chômage en créant à chaque fois un poste de fonctionnaire là où il y avait un productif.
On l'a un petit peu oublié, mais l'Union européenne nous avait placé sous le coup d'une procédure pour dérapage budgétaire. Déficit excessif. Déficit excessif. Comment va-t-elle réagir quand on va lui montrer ce qu'on s'apprête à voter au Parlement là, avant le 31 décembre ? Je pense que là, il y a un deal, on sera pas sanctionné, parce que alors là, si c'est ça, là, ça risque de faire monter en force les eurosceptiques. Plus qu'eurosceptiques, c'est heureux pour la fuite. Hein. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est les Allemands qui menacent aujourd'hui, vu ce que ça sera de devenir, et vu les projets de mutualisation de la dette au niveau européen, captation de l'épargne pour financer le redéploiement des entreprises européennes. Là, maintenant, on a compris que ce qu'on veut redéployer, c'est les entreprises d'armement. Mais les Allemands ne veulent pas de ça. Alors, il y a quand même, il y a une frange en Allemagne qui est très va-t-en-guerre. C'est d'ailleurs Friedrich Merz, qui est peut-être le successeur d'Olaf Scholz, qui a fait des déclarations qui sont inquiétantes de ce point de vue-là. Il a l'air d'être sur la même ligne qu'une... certains l'appellent la folle, Annegret Baerbock, ex-égérie écolo, devenue ministre des Affaires étrangères, on se demande bien au nom de quelles compétences, mais peu importe, et qui, elle, veut aller faire la peau à Poutine. Enfin, il y a quand même des dingos. Voilà. Et donc, on voit que la CDU de Merz, elle est plus ouverte que Scholz à l'envoi de missiles Taurus, voire, pourquoi pas, à une offensive contre la Russie. Alors que l'Allemagne, jusqu'à présent, c'est totalement interdit de vendre des armes à des belligérants et, plus encore, de participer financièrement à l'envoi de troupes européennes qui iraient se battre pour les beaux yeux d'Ursula contre le vilain Vlad. Oui. Donc là, on se dit que c'était pas possible, c'était pas concevable en 2000, l'Europe de la paix, etc. Vous n'imaginiez pas un seul instant en l'an 2000 que l'Allemagne aurait accepté, par exemple, que la BCE rachète toute la dette italienne pour éviter au pays de connaître un scénario à la grecque. C'était presque inconcevable. Et pourtant, ça s'est produit. Il était inconcevable pour un Allemand de participer d'une manière ou d'une autre à un conflit en cours. Et on a l'impression que si le 23 février 2025, la CDU l'emporte, avec une coalition et peut-être une Annabelle Baerbock qui serait maintenue parce qu'elle est bien va-t-en-guerre comme il faut, on se dit que l'Allemagne pourrait basculer. C'est-à-dire ces 75 ans de doctrine qui pourraient être balayés comme ça, parce que d'un seul coup, on veut complaire à l'oncle Sam. Et se substituer donc au Pentagone. C'est-à-dire que le Pentagone, maintenant, il est déjà de fait aux Pays-Bas. Le centre de commandement des opérations militaires de l'OTAN est aux Pays-Bas. Alors, les grandes bases, bien sûr, restent Ramstein et la nouvelle base en Roumanie plus le Kosovo. Mais le commandement, il est là. Et donc, du coup, ça serait plus, effectivement, Washington. Ça serait Bruxelles et la banlieue de La Haye. Si, comme Donald Trump l'a promis, le conflit en Ukraine s'arrêtait dans les prochains mois, peut-on imaginer une reprise des échanges commerciaux d'hydrocarbures avec la Russie ? Rien n'est impossible. Oui. Rien n'est impossible. Mais qu'est-ce qui se passerait pour le porte-monnaie des Français si ça arrivait ? Le prix du diesel se remettrait à baisser fortement. Parce que de nouveau, on importerait le pétrole depuis Yamal. Et il coûterait évidemment beaucoup moins cher que celui qu'on importe d'Inde, puisque le pétrole qu'on importe d'Inde, il vient de Russie. Voilà. Il prend des bateaux et il arrive dans la grande raffinerie Orleans. Et après ça, il est exporté vers l'Europe. Donc on achète du pétrole russe raffiné en Inde. Alors qu'en Sibérie, il part déjà raffiné le diesel. Voilà. Donc ça baisserait évidemment la facture. Sur les deux tubes Nord Stream, il y en a encore un qui peut fonctionner. Le deuxième, je pense qu'il faudrait au moins 1 an pour le réparer. Mais imaginons déjà qu'il y en ait un. Ça apporterait pas mal de gaz. Mais je pense que politiquement, Trump ne laissera pas tomber ses propres producteurs de gaz transformés en GNL. On a un Brent aujourd'hui à $72. Pas cher, il n'est pas très cher. Ouais. Donc ça risquerait de diminuer si ce conflit s'arrêtait ?
Oui, absolument. Bah déjà, quand on l'achète raffiné à l'Inde, déjà il nous coûte 10% plus cher. Enfin, il faut bien que l'Inde se prenne un petit quelque chose sur la transaction. Hein. Donc, il nous coûterait 10% de moins, voire 20% de moins. Donc, on verrait le litre de diesel redescendre sous les 1,40 à la pompe. C'est un exemple où le samplon 98 reviendrait à 1,50. C'est là où il était il y a 4 ans. On a vu récemment le président Macron se rendre en Arabie Saoudite auprès de Mohamed Ben Salman. Quels sont les résultats aujourd'hui de Emmanuel Macron sur la scène internationale au Moyen-Orient, comme je viens de le dire, en Arabie Saoudite ou en Afrique? Voilà bien une question à laquelle je suis incapable de répondre. Des contrats d'armement ont été signés. Voilà, c'est la continuité de ce que la France fournit déjà à l'Arabie Saoudite. Maintenant, j'imagine que M. Macron et Ben Salman ont peut-être dû se parler de la situation en Syrie, puisque quand il s'est rendu en Syrie, en Arabie, l'offensive victorieuse de HTS avait déjà commencé. Et on sait que l'Arabie Saoudite a soutenu des factions sunnites salafistes. HTS, c'est Hayat Tahrir al-Sham. Al-Sham, voilà. Ouais. Voilà. Milice islamiste du royaume. Financée probablement par le Qatar et d'inspiration frériste. Alors c'est financé pour une partie par le Qatar pour l'obédience sunnite islamo-frériste et financé par l'Arabie Saoudite pour, alors là on va dire, l'exacte antithèse de l'islamo-frérisme qui est un grand danger pour la dynastie Al-Saoud. Oui, les frères musulmans sont considérés comme organisation terroriste en Arabie Saoudite. Absolument. En Arabie Saoudite, Israël et États-Unis. Et c'est les principaux soutiens de M. Erdogan. Voilà. Donc j'imagine qu'il a dû être question aussi de la géopolitique. Et ce que j'aurais aimé, c'est que éventuellement, M. Macron nous parle peut-être du Liban. Est-ce que la France a encore son mot à dire? Est-ce qu'elle a encore la possibilité de peser sur le destin du Liban, dont le Hezbollah va probablement être chassé, ou en tout cas son influence très très réduite? Philippe Béchade, on constate aujourd'hui que la France fait encore un petit peu de croissance, mais en s'endettant massivement. Sans cet endettement, la France serait probablement dans le même cas que l'Allemagne, c'est-à-dire en récession. Est-ce qu'on peut imaginer que la récession, la crise politique et la crise sociale qui couvent vont devoir pousser Emmanuel Macron à la porte? Il a dit « Je démissionnerai en cas de crise générale, économique, politique et sociale ». Je ne pense pas qu'il démissionnera, en tout cas avant d'avoir dégainé l'article 16. Et après, si effectivement... Est-ce qu'il a la corde un peu autour du cou et que le nœud se resserre? Alors, en tout cas, je le vois comme très très seul, très isolé. Et la solitude, elle est intersidérale. Enfin, regardez la France de 2017, les pays, on va dire, coopératifs en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne. Regardez tous les pays qui étaient coopératifs avec la France, il n'en reste pas un. 6 pays du Sahel nous ont fichus à la porte. Et la dernière tournée de Jean-Noël Barrot a été extraordinaire. Le Tchad, le Sénégal, l'Éthiopie, la Centrafrique, le Mali, Burkina Faso. Voilà, un truc que la presse n'a pas du tout commandé, c'est le basculement, le Gabon et le Togo qui basculent dans le Commonwealth. Ils ont préféré le Commonwealth à la France. C'est quand même un revirement historique incroyable, impensable. Emmanuel Macron aujourd'hui n'a plus que ses députés, son groupe centriste à l'Assemblée qui peut encore le soutenir. Oui, plus quelques gros intérêts financiers qui n'ont pas intérêt au bazar en France. Voilà, le chaos, c'est pire que tout. Oui, les gens qui détiennent notre dette n'ont pas mais intérêt à ce que ça éclate. Des fois, si le chaos éclate, c'est une façon de dire aussi, maintenant c'est le moment de partir, parce que vous n'y pouvez plus rien. Voilà. Donc, il y a tous les moyens. Dans cette conversation que nous venons d'avoir, je démontre qu'on peut rassurer nos créanciers, comme on pourrait très très bien d'un seul coup les faire douter ou les effrayer. On peut précipiter la France dans la récession, comme on peut très très bien maintenir les choses sur une croissance molle. Tout est possible. Mais le jour
où il y a du chaos, comme il y a moyen de faire autrement que le chaos. Si jamais le chaos arrive, ça veut dire que ça sera un signal adressé à Emmanuel Macron pour qu'il en tire des conclusions. Parce que rien n'arrive jamais par hasard. Merci à vous, Philippe Béchade. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce rapport « Faillite de la France, comment faire face à la taxeflation ». D'ailleurs, si vous avez une définition à nous donner à ce terme, la taxeflation. Ouais, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué quand je vous parlais des 2 ou 3 000 amendements visant à aller prendre de l'argent, etc., où on redistribuait moins. On voit que l'imagination, elle est sans limite. Mais nous, dans ce rapport, on se base déjà sur l'existant. Et comment déjà réduire l'impact de l'existant si on va, comme je le disais, par exemple, vers davantage d'imposition au niveau local. Voilà, donc on essaie de donner des pistes. Donc tout ce qui est dans le rapport, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. On s'est pas basé sur des hypothèses. Ah, ils vont nous prendre l'argent là, ils vont plus nous en donner là. On part de ce qui existe déjà. On parle vraiment du concret et de ce qu'on peut faire concrètement dès aujourd'hui. Merci à vous, Philippe Béchade. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube.